la série des adaptations par Charles Maître des romans de Georges Simenon, nous vous proposons d'écouter ce soir, dans une réalisation de Michel Corot, Maigret et le tueur. J'ai parfois l'impression que certains de mes souvenirs sont classés, si j'osais, je dirais par ordre météorologique. Des dizaines et des dizaines d'affaires groupées, non par similitude ou degré de gravité, mais par souvenir du temps qu'il faisait au moment où elles se déroulèrent. Souvenir de canicule, de froid et de neige, de brume et d'embrun. C'est ainsi que ce soir, en regardant tomber la pluie, une pénible affaire me revient en mémoire. Une affaire presque banale et dont je n'aurais même pas dû avoir connaissance, mais qu'un dîner chez les Pardon me conduisit à mener finalement de bout en bout. C'était en mars, mais il faisait un froid de décembre. Depuis 3 jours, sans discontinuer, le ciel déversé par rafales des tonnes d'eau glacée qui vous fouettait le visage et vous collait les vêtements au corps. Après un dîner parfaitement réussi, comme toujours, Pardon m'avait entraîné dans son cabinet où sa femme nous avait servi café et calvados. Pardon me parut fatigué, découragé, pessimiste. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il alla même jusqu'à exprimer son amertume. Ah, Maigret, quelle époque. Si j'avais un fils et qu'il m'annonce son intention de devenir médecin, je crois que je tenterais de l'en dissuader. Je n'en crois rien. Vous avez la médecine dans le sang. Celle d'hier, peut-être. Et quant à celle qu'on nous prépare, non seulement faites-nous des fonctionnaires, mais qui plus est de mauvais fonctionnaires. À votre santé. À votre bonne santé. Savez-vous combien de patients j'ai vus aujourd'hui? 82. Et pour chacun, ce soir ou demain, je vais devoir remplir je ne sais combien de formulaires et autres justificatifs. Oui, je comprends ce que vous devez ressentir. Mais vous savez... Monsieur, excusez-moi, c'est l'italien, l'épicier d'à côté. Il dit qu'il vient d'y avoir un crime dans la rue. Un crime? C'est un jeune homme, docteur, juste devant le magasin. Je crois qu'il est en train de mourir. Eugénie, ma trousse, c'est mon par-dessus, vite. Et celui du commissaire aussi. Perché commissaire? Vous voulez dire que ce monsieur est de la police? Le commissaire Maigret, oui. Et que s'est-il passé, vous le savez? Mais que c'est presque vous, même l'assassin. Mais j'étais trop loin, vous comprenez? Je revenais avec ma femme. Oui, c'est bon, venez, vous nous raconterez ça en route. Oui. Rue Popincourt, à 2 pas de chez Pardon, le corps d'un jeune homme était allongé sur le trottoir. Quelques traces de sang apparaissaient sur ses vêtements, mais la pluie, toujours battante, avait délavé le sol autour de lui. Visiblement frappé de plusieurs coups de couteau, la victime tenait encore dans sa main un petit magnétophone à cassette qu'il portait en bandoulière. Pardon, n'ayant pu que constater le décès, j'étais monté dans le car de police secours. À l'hôpital Saint-Antoine, où la mort fut constatée officiellement, je fis l'inventaire des poches de la victime et découvris son identité. Domicilié dans l'île Saint-Louis, fils d'un riche et célèbre parfumeur, Antoine Batty, 21 ans, avait été frappé sauvagement de plusieurs coups de couteau. Outre ses papiers, de l'argent et divers objets, il avait dans ses poches 2 cassettes à bande magnétique. Il était finalement plus de minuit lorsque, voulant rechercher ma femme, je tombais sur Pardon, qui venait de la reconduire. Elle tombait de sommeil. Quand je lui ai dit que vous auriez encore des témoins à voir, elle a préféré rentrer. Des témoins? Après votre départ, j'ai posé quelques questions. Au fait, qui est ce garçon, vous le savez? Le fils Batty des parfums Mylène. Il habitait chez ses parents. J'ai téléphoné au quai pour qu'on les fasse prévenir. Pauvres gens. Vous et moi regrettons souvent de ne pas avoir d'enfants. Il y a des jours où on s'en réjouirait presque. Oui, en effet. Mais qu'est-ce que c'est, ces témoins? Le patron du bistrot qui est au coin de la rue. D'habitude, il ferme à minuit, mais je lui ai demandé de vous attendre. Ce garçon y a passé une partie de la soirée.
Et il semblerait qu'il ait été agressé comme il en sortait. Et l'agresseur, est-ce qu'il sortait aussi de chez lui? Il dit que non. Mais il y a un doute. 3 de ses clients ont eu des mots avec le jeune homme à propos de son magnétophone. Ils sont sortis peu avant lui. Vous avez un parapluie? J'en ai même 2, j'ai pensé à vous. Allez. On y va? Ah, on y va. Allez. Ah, vous arrivez bien, docteur. C'est ma tournée. Et que tout le monde y boit les grogues. Hein. Le porte-parapluie, messieurs, derrière vous. Alors, monsieur Maigret, toujours sur la brèche? Tiens, Fernand. Comment, vous vous connaissez? Oh, c'est de l'histoire ancienne, ça. Des péchés de jeunesse, pas vrai, commissaire? Oui, c'est exact. Monsieur est resté jeune très longtemps, mais le fait est qu'il a fini par s'assagir. Dis-moi, vous avez un bon calva? 100 ans d'âge, ou presque. Oui, oui. Alors, pardon. Oui, d'accord. D'où est Calva Fernandez? C'est pour moi. Hein. Ça marche. Au fait, monsieur Pagliatti, racontez donc au commissaire ce que vous m'avez rapporté tout à l'heure. Comment ce que j'ai dit, là? Que l'assassin s'y était repris à 2 fois. Ah, bah si, c'est la vérité. Je vais vous frapper 3 ou 4 fois, partir, et puis revenir pour frapper encore. Et pourquoi tu n'as pas essayé de le poursuivre? Ah, pourquoi pas? Parce que je suis trop gros, hein. Puis j'étais trop loin. L'assassin était un jeune homme, mais il courait comme un lapin. Vous avez vu son visage? Ah non, non. Je veux un grand chapeau et un imperméable clair, mais c'est tout ce que j'ai vu. Pourquoi dites-vous qu'il était jeune, alors? Ah, mais je sais pas, mais c'est la lourde, il était mince et puis il courait vite. C'est tout? Bah oui, monsieur le commissaire. Et même que si mon parapluie s'était pas retourné, j'aurais rien vu du tout, hein. Allez, voilà, messieurs. À la bonne vôtre. Merci. À vous. Dites-moi, Fernand. Oui? Le docteur Pardon me dit que la victime avait passé la soirée chez vous? Oui, en partie, oui. Oui, il est arrivé vers 9h30. Il s'est assis là, là-bas, à cette table. Hein? Il a commandé un cognac, puis s'est mis à lire. Mais j'ai tout de suite vu que c'était de la frime. En réalité, il écoutait. Quoi donc? Les gens autour de lui, hein? Un peu tout le monde. Et plus tard, vers 10h30, il m'a paru s'intéresser à 3 de mes clients qui étaient derrière lui. Et même que l'un d'eux s'est fâché en voyant son bidule, là, son magnétophone. Et alors? Le jeune homme leur a dit qu'il se trompait, que son machin marchait pas. Finalement, ils ont payé, puis ils sont partis rouge pétant. Qui étaient ces clients? Des habitués? Bon, oui et non, enfin, des gars de la Bastille. Je crois que l'un d'eux est encadreur, il doit s'appeler Milo ou Mila, enfin, quelque chose comme ça. Quoi? Joseph Mila? Oui, je crois que c'est ça, Joseph. Un client à vous? Je dirais même un assez bon client, oui. Est-ce que vous connaissez les noms des 2 autres? Ah non, pas vraiment. C'est Pierrot pour l'un, et puis Branchu pour l'autre. Mais c'est tout ce que je sais. Branchu et Mila. Tiens. Eh bien, si ce pauvre garçon les a enregistrés, je serais curieux d'écouter ça, moi. Voilà, patron. Je vous ai retranscrit tout ce qui concerne les 3 malfrats. Alors, à mon avis, c'est clair, ils préparent un coup. Et s'ils se sont aperçus que le gars les enregistrait, je comprends qu'ils aient pas aimé. Oui, mais l'ennui, c'est que Branchu et Mila sont des montes en l'air, pas des tueurs. D'ailleurs, si c'était l'un d'eux et s'il avait tué pour ça, il aurait pris le magnétophone. Alors, on laisse tomber? Non. Mais pour l'instant, on cherche un assassin. Dis-moi, qu'est-ce que c'est le coup dont tu parles? Probablement la visite d'une villa en Seine-et-Oise, à Jouy-en-Josas. Et l'enregistrement n'est pas très bon. Il est surtout question de tableaux, des Renoir, Cézanne et quelques autres. La Seine-et-Oise, c'est plus notre rayon, fils. Alors, passe un coup de fil au Relais Saucet, ça les intéressera peut-être. Bon, d'accord. Et sur les autres bandes, qu'y a-t-il? Ah, tout ce qu'on veut alors. Mais finalement, pas grand-chose. J'ai l'impression que ce moment enregistrait n'importe quoi. Des conversations de restaurant, les slogans d'une manif, des joueurs de cartes qui s'engueulent. Enfin, un vrai bric-à-brac. Après chaque morceau, il indiquait le lieu et la date. Vous voulez écouter? Je vous les apporte? Non, pas pour l'instant. Ce que je voudrais d'abord, c'est que tu me dises... Ouais, qu'est-ce que c'est? La fille bâtie, patron, la sœur. Elle dit que la pointe lui a fait demander de passer. Par ailleurs, je vous signale qu'on a déjà une nuée de journalistes sur le paletot, là. Eh ben, normal. Les bâtis, c'est pas n'importe qui. Bon, Janvier,
Pendant que je la reçois, tu téléphones au légiste. Bien. Demande-lui s'il peut déjà nous dire quelque chose à propos de l'arme. D'accord. Dis-moi, Lucas, comment est-elle, cette jeune personne? Plutôt mignonne, mais pas très éplorée. La mort de son frère n'a pas l'air de la toucher beaucoup. Et tu es sur quoi en ce moment? Le rapport Baumer, j'en vois pas le bout. Si on me dérange pas trop, j'espère quand même finir avant midi. Appelle le juge et dis-lui qu'il aura le dossier cet après-midi. Et fais entrer la sœur. Bon, d'accord. Par ici, mademoiselle. Entrez. Bonjour, monsieur. C'est vous le commissaire Maigret? Oui, mademoiselle. Prenez place, je vous en prie. Merci. Le policier qui est venu cette nuit a demandé que je passe vous voir. Mais je me demande bien pourquoi. À part vous parler de mon frère, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire. Nous avons besoin de renseignements concernant votre frère. J'aimerais savoir, entre autres, si vous lui connaissiez des ennemis. Pas plus d'ennemis que d'amis, non. C'était un vrai sauvage. Je suis même sûre qu'à 21 ans, il n'avait jamais connu de fille. Pardonnez-moi, mais sa disparition n'a pas l'air de vous affecter outre mesure. Ils s'entendaient pas très bien, lui et moi. Mais ça me fait quand même de la peine pour mes parents. Ma mère est désespérée, elle dort. Elle a pris je ne sais combien de somnifères. Et votre père? Il en a pris un coup, lui aussi. C'est pas que mon frère lui donnait beaucoup de satisfaction. Il refusait de travailler avec lui. Mais enfin, c'était son fils, quoi. Saviez-vous que votre frère pratiquait des enregistrements clandestins, disons? Oh là là, si je le savais. Des tranches de vie prises sur le vif, qu'il appelait ça. Il n'arrêtait pas de nous bassiner. Enfin qu'il était inscrit aux sciences humaines. Il se prenait pour un sociopsychologue ou je ne sais quoi. Sa chambre est bourrée de cassettes et de cahiers sur lesquels il retranscrivait tout. Avec l'intention d'écrire un livre, peut-être? Oh, j'en sais rien. Je crois surtout qu'il jouait à se faire peur et à se donner de l'importance. Je lui ai demandé plusieurs fois de m'emmener, mais il a toujours refusé. Il prétendait que c'était dangereux. Ce qui s'est passé la nuit dernière lui donne malheureusement raison. Il ne vous a jamais parlé de... Enfin, disons, d'une affaire en particulier, d'un enregistrement plus important que les autres, par exemple? Non. Et comme j'avais tendance à me ficher de lui, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il ne me parlait plus de rien. On a presque toujours tort de se moquer, mademoiselle. Votre frère exagérait peut-être l'importance de ses recherches, mais le danger était bien réel. Oui. Vous croyez qu'il a souffert? Les médecins pensent que non. On l'a frappé très violemment, il a dû perdre connaissance tout de suite. Pauvre Antoine. Je crois qu'au fond, vous avez raison. Je n'aurais pas dû me moquer. Et dommage que la leçon soit a posteriori. Je passerai voir la chambre de votre frère, mademoiselle. Je vous ferai prévenir et je vous remercie d'être venu. Durant les 2 jours qui suivirent, je ne vis pratiquement pas Lucas et Janvier lancés à fond sur l'important cambriolage qui, paraît-il, se préparait. Travaillant de conserve, une fois n'est pas coutume, avec les gens de la sûreté, mes 2 lascars étaient sur la brèche et préparaient une souricière. Le soir venu, Madame Maigret, me trouvant l'air soucieux, je m'expliquais à contre-cœur. Ils ont raison, je piétine. Mais je voudrais les y voir. Pour eux, c'est facile. Moins ils en savent, mieux ils brodent. Tu n'as vraiment aucun indice? Non. Mais ça n'a rien d'étonnant. Ah, je ne connais rien de pire qu'un crime commis dans ces conditions. La rue Popincourt n'est déjà pas très passante, mais à cette heure-là, et avec le temps qu'il faisait, c'est un vrai désert. Et l'épicier? Bon, il était bien trop loin. Finalement, il n'a vu qu'un chapeau et un imperméable. Et s'il s'agissait quand même d'un crime crapuleux? Si l'assassin avait eu peur de l'épicier? Non, cet homme qui frappe à plusieurs reprises et qui revient sur ses pas pour frapper encore, c'est... Ah, je ne sais pas. S'il s'agit d'un fou, il y a de grandes chances pour que nous ne trouvions jamais. À moins qu'il ne soit assez fou pour assister demain à l'enterrement. Que veux-tu dire? J'ai donné des ordres à Van Damme, le meilleur photographe de l'identité. Je veux qu'il fixe tout le monde et partout, au domicile, à l'église et au cimetière. Tu espères vraiment qu'il sera là? S'il s'agit d'un malade, c'est très possible.
En regardant passer le cercueil de sa victime, en voyant la foule et les cérémonies provoquées par son geste, il se sentira tout-puissant. Et un sentiment redoutable, d'ailleurs, qui pourrait le pousser à recommencer. Enfin, là-dessus, allons nous coucher. Demain, il fera jour. En arrivant au quai des Orfèvres, j'eus la surprise de retrouver enfin Lucas et Janvier. Les yeux cernés, barbus. Mes deux lascars exultaient. Oh, la main dans le sac, patron. On les a eu la main dans le sac. Oui, oui, je sais, j'ai vu le journal. Mais vous êtes allé un peu vite. Branchu n'a rien d'un tueur, je vous l'ai déjà dit. Vous savez ce qu'il avait sur lui? Un couteau à cran d'arrêt, une lame de 15 cm. Exactement le genre d'arme décrit par le légiste. Pas suffisant pour le donner en pâture aux journalistes. Ah, bah oui, mais vous savez ce que c'est, patron. Les photographes donnent leurs photos et les autres brodent par-dessus. Alors, Branchu, menotte au poignet entre Lucas et moi, ils ont tout de suite traduit rue Popincourt. Je pouvais pas deviner qu'on travaillait pour la sûreté, évidemment. Ah, je dois dire que pour une fois, rue des Saussets, on nous a pas ménagé les compliments, hein. Ouais. Ah, ils nous repassent les 3 gars cet après-midi, dès qu'ils en auront fini avec eux. Vos 3 malfrats ne m'intéressent pas. Je ne veux même pas les voir. Et je vous répète qu'avec ou sans couteau, Branchu n'a rien d'un assassin. J'avais raison, la suite le prouva. Mais il n'en reste pas moins que la publication de cette photographie allait déclencher une suite d'événements assez inattendus. Le même jour, en fin d'après-midi, j'étais en train d'examiner à la loupe les photographies de l'enterrement prises le matin même, lorsque Janvier, rasé tout frais et reposé, vint m'annoncer un visiteur. Georges Frémier, patron. Du Parisien? Eh oui. Et à propos de la rue Popincourt, il dit qu'il a quelque chose d'intéressant. Pour qu'il se soit dérangé, ça doit être vrai. Fais-le entrer. Bien. Par ici, monsieur. Faussement bonhomme, mais réellement caustique, le rédacteur en chef du Parisien commença par masticoter. C'est à propos de l'assassin du jeune Bâti, mon cher Maigret. Je ne vous demande pas où en est votre enquête. Je sais que vous nagez. À force de nager, on finit toujours par toucher terre. J'en ai connu qui se sont noyés. Et pour autant que je sache, vous êtes encore bien loin de la rive. C'est pour me narguer que vous êtes venu? Pas du tout, au contraire. Je crois pouvoir vous aider. Je vous écoute. Regardez. Ce pneumatique a atterri sur mon bureau il y a 2 heures à peine. Posté à 14h rue du Faubourg-Montmartre, et probablement par votre assassin. Une lettre? Ah non, uniquement la photo que nous avons publiée ce matin, ornée de la question « Est-ce l'assassin ?» Vous l'avez vu, je suppose. Ah oui. Et alors? Mais regardez. En vert et au crayon feutre, il a simplement barré d'un non catégorique. Tiens. C'est curieux, mais... Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser de l'encre verte, monsieur Frémier? Non, jamais. Pourquoi cette question? Une observation que j'ai faite à plusieurs reprises. Les gens qui emploient de l'encre verte sont très souvent des personnages excessivement nerveux, pour ne pas dire un peu dérangés. Bon, je vois. Et si je vous avais dit que j'écrivais à l'encre verte? J'aurais gardé ma réflexion pour moi. Mais soyons sérieux. Il est effectivement possible que ce message émane de l'assassin, mais ce peut être aussi une plaisanterie. Expédié par pneumatique, ça m'étonnerait. Et puis je ne sais pas, mais c'est tellement bref et tellement net que cela me paraît authentique. J'ai même l'impression d'entendre la suite. Tenez. Non, messieurs, vous vous trompez, l'assassin, c'est moi. Pour ne rien vous cacher, cela cadrerait assez bien avec l'idée que je me fais du personnage. Un malade, peut-être même un fou, fier de son acte, fier d'avoir échappé à la police, et qui ne supporte pas qu'on le dépouille de son exploit. Bien entendu, je vais publier ce document. Je suppose que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, au contraire. Mais j'aimerais assez que vous la sortissiez d'un de ces commentaires ironiques dont vous avez le secret. En ayant l'air de douter, par exemple, et en suggérant que ce message est probablement l'œuvre d'un mauvais plaisant. Oui, je vois. Vous espérez le piquer? Le pousser à se manifester encore? S'il est l'homme que nous imaginons, c'est probablement ce qu'il fera. Mais ça ne va pas sans danger. S'il allait se manifester par un autre crime, ce serait tout simplement catastrophique.
Ce même jeudi, vers 18h, muni du document de Frémiet et des photographies prises à l'enterrement, je me présentais chez le juge Poiret. Encore un jeune et qui faisait l'important. Il fit la moue devant la coupure du journal et tiqua lorsque j'exprimais l'espoir de provoquer un autre message. Je n'aime pas beaucoup les provocations, commissaire. Piquer cet individu en le traitant de plaisantin, c'est bien joli. Mais supposez que par bravade, il commette un autre crime. J'y ai pensé, monsieur le juge, mais... Mais quoi? Je vous ai apporté d'autres photos prises ce matin à l'enterrement. Notez que je n'affirme rien, je peux me tromper, mais enfin, il est possible que nous ayons là plusieurs photographies de l'assassin. Comment cela? Oui, j'avais demandé à l'inspecteur Van Damme de l'identité de photographier tout le monde et partout. Évidemment, ce sont des vues d'ensemble. Il y avait foule, mais en les examinant à la loupe, nous avons découvert un homme qui a suivi l'enterrement de bout en bout et dont le signalement correspond à celui donné par l'épicier. Tenez, le voici. Encore jeune, 28-30 ans, plutôt mince, portant chapeau et imperméable clair. Vous rendez-vous compte, commissaire, qu'il y a dans Paris quelques dizaines de milliers d'individus correspondant à ce signalement? À commencer par moi, d'ailleurs. J'ai 32 ans, je suis mince, je porte un chapeau et mon imperméable est clair. Oui, mais celui-là était à l'enterrement. Et ce n'est pas tout. Après que nous ayons repéré cet homme sur les vues d'ensemble, Van Damme l'a isolé et m'a tiré des agrandissements. Et regardez. Là, voici une vue prise au fond de l'église et où les gens sont debout. L'homme à l'imperméable est là, vous voyez, au second rang. Et voici l'agrandissement. Et alors? Remarquez ce regard fixe et la tension du visage. On a l'impression qu'il regarde le cercueil avec une sorte de jubilation. Oui, enfin, vous avez l'impression. Et celle-ci, prise au cimetière. Évidemment, c'est très agrandi et pas très net. Mais tout de même, il y a dans ce visage du désarroi et de la timidité, mais en même temps, une sorte de volonté farouche. Une grande fatigue aussi. Ne craignez-vous pas d'avoir un peu trop d'imagination, commissaire? Personnellement, je ne connais rien de plus subjectif qu'une photographie. Oui, je peux me tromper, je vous l'ai dit d'entrée, mais... je ne sais pourquoi, Enfin, quelque chose me dit que c'est notre homme. De toute façon, que vous ayez tort ou raison, je suppose que la marche à suivre est la même. Hein? Vous allez passer ces photographies aux journaux. Peut-être. Mais pas tout de suite. Ce pourrait être dangereux. Pour qui? Pour ce garçon. Il est certain que la publication de ces photos le ferait rapidement identifier. Il y a les voisins, les collègues de travail, j'en passe, mais... Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez encore en tête? Si c'est notre homme, je tiens à le prendre vivant. Je ne veux pas risquer un suicide. Parce que vous avez aussi lu dans son regard qu'il était homme à se suicider. L'ennui, c'est que s'il répond à votre provocation par un autre crime, vous et moi en serons directement responsables. Oh, rassurez-vous, j'assumerai seul cette responsabilité. Oh, mais non, trop tard. Maintenant que j'ai vu ces photos, la mienne est engagée autant que la vôtre. Et moi, je suis d'avis de les publier. Eh bien, soit. Mais je vous demande de m'accorder un délai, au moins jusqu'à demain soir. Demain, nous serons vendredi, commissaire. Et du coup, ces photos risquent fort de ne pas paraître avant lundi. Dans ce cas, disons jusqu'à 16h. Et je viendrai vous en rendre compte. Si nous décidons de les publier, elles pourront paraître samedi matin. Bon, très bien. Seulement, je vous préviens. Si ces photos paraissent samedi matin, vous serez là samedi et dimanche pour recevoir les témoignages éventuels. Mais c'est bien ainsi que je l'entendais, monsieur le juge. Vous ne le savez sans doute pas, mais travailler le dimanche ne m'a jamais fait peur. Le vendredi matin, en ouvrant le Parisien, je vis que Frémiet s'était surpassé. Sous la photo reçue la veille, surmontée d'un titre encadré dénonçant un mauvais plaisant, le journaliste ironisait durement à propos du pneumatique. Message de l'assassin, certainement pas, écrivait-il, mais à coup sûr d'un malheureux très fier de sa grosse plaisanterie. Sur quoi il ajoutait que j'avais haussé les épaules
connaissant bien, moi aussi, ce genre d'imposteur. Peu après 11 heures, à mon bureau, Frémiet m'appelait en jubilant. Un point pour vous, commissaire. Vous aviez vu juste. Ah. J'ignore si ce type est vraiment l'assassin, mais pour ce qui était de vexer, il l'est. Et cette fois, il parle. Enfin, plutôt, il écrit. Oh, alors soyez gentil de ne pas trop tripoter le papier, voulez-vous? Nous essayerons d'y relever des empreintes. J'y ai pensé, soyez sans crainte. De plus, c'est moi qui l'ai ouvert, j'avais donné des ordres. Parfait. Bah, quand vous serez fatigué du journalisme, vous pourrez toujours postuler chez nous. Allez-y, je vous écoute. Un instant, mon cher commissaire, je comprends votre impatience, mais je dois penser aussi à mon journal. Il n'est pas midi et je ne parais que demain matin. Alors, si vous parlez de cette lettre à mes chers confrères, ils vont me griller. Non, non, vous avez ma parole, Frémier. Mis à part le juge qui ne dira rien non plus, je n'en parlerai à personne. Allez-y. La lettre m'est adressée personnellement et toujours par pneumatique. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne regarde pas la dépense. Oui, oui, bon, alors. Monsieur, je tiens à vous faire savoir que votre article de ce matin est stupide et parfaitement contradictoire. D'un côté, vous me traitez de plaisantin, et de l'autre, parlant de l'homme qui a tué Antoine Batille, vous employez le mot forcené. Ayant effectivement tué ce garçon, ce dont je ne suis nullement fier, vous vous trompez là encore. Conviendrez peut-être que je ne suis pas un plaisantin. Mais je ne suis pas davantage un forcené, je m'étonne qu'un rédacteur en chef emploie ainsi les mots à tort et à travers. Avec mes salutations et en vous conseillant de retourner à l'école. Et voilà. Pas de signature et l'écriture est visiblement déguisée. Qu'en pensez-vous? Pour votre retour à l'école, je ne sais pas, mais pour le reste, c'est intéressant. Quand pourrais-je la voir, cette lettre? Le temps de la photocopier pour moi, je vous envoie un coursier avec l'original. Vous l'aurez dans 20 minutes. Merci, Frémier. À bientôt. Oh, commissaire. Oui. N'oubliez pas que si vous reprenez pied, ce sera quand même un peu grâce à moi. Alors, à l'occasion, tâchez de me renvoyer l'ascenseur. Je vous préviendrai s'il y a du nouveau, c'est promis. Merci, Frémier. Janvier. Oui, patron. Un coursier du Parisien doit apporter un pli pour moi. Préviens en bas qu'on me l'apporte immédiatement. Du nouveau? Oui et non, ça dépendra de Moers. S'il trouve des empreintes sur une certaine lettre, les choses pourraient aller très vite, oui. Vous prévenez le juge? Ah non, pas avant que Moers n'ait examiné cette lettre, et de toute façon, pas avant 16 heures. Avec un peu de chance, et si jamais cet homme figure au fichier, nous pourrions l'arrêter d'ici là. Vous y croyez vraiment? Vraiment, non. Mais on peut toujours rêver. Allez, va. Et profites-en pour nous faire monter quelques sandwichs. Bien. Si les choses se précipitent et si quelqu'un doit se mettre à table, ce ne sera sûrement pas nous. Voilà, monsieur le juge. Nous possédons ces empreintes, mais cet homme n'a jamais eu affaire avec nous. Autrement dit, vous n'êtes pas plus avancé. Ah si, tout de même. D'après son écriture, même déguisée, Moers pense que l'auteur de cette lettre dit vrai, qu'il ne s'agit nullement d'un forcené. Par ailleurs, et je pense que c'est important, cette lettre nous apprend encore que cet individu n'est pas fier de son crime. Et vous en concluez? Ce besoin d'écrire et de faire savoir ce qu'il ressent me fait penser à quelqu'un qui se noie. J'ai demandé à Frémier de lui lancer une bouée, en quelque sorte. À savoir? Demain matin, dans un article où il continuera de mettre en doute les affirmations de son correspondant, il lui conseillera de s'adresser directement à moi. C'est ridicule. Vous allez recevoir des dizaines d'appels aussi fantaisistes que mensongers. Eh bien, nous ferons le tri. Nous avons l'habitude. L'important, c'est que lui appelle. Avez-vous remis les photos à la presse? Non, monsieur le juge. Compte tenu de ce qu'il écrit et si les photographies sont bien les siennes, je suis persuadé que ce garçon est un malade. Alors, en publiant sa photo, nous risquerions de l'affoler, de provoquer peut-être un autre drame. Écoutez, commissaire, vous êtes un homme d'expérience, c'est entendu. Mais vous n'êtes pas, que je sache, ni psychiatre, ni psychologue. Même moi, qui ai pourtant suivi des cours de criminologie, je ne me risquerai pas à extrapoler de la sorte. Vous êtes policier, et agissez en policier. Donc, je vous ordonne de publier ces photographies. Et pas seulement par votre ami du Parisien. Je les veux dans toute la presse. Et au plus tard lundi matin. Est-ce clair? C'est parfaitement clair, monsieur le juge. Si rien ne se passe d'ici là... Oh non, je vous en prie. Ne me prenez pas pour un naïf.
Si vous attendez jusque-là, ces photos ne paraîtront pas avant mardi ou mercredi. Non, je les veux dans mon Figaro lundi matin, à l'heure du petit déjeuner. Vous entendez? Très bien, monsieur le juge. Mais cela me laisse tout de même jusqu'à demain soir. Si rien ne se passe d'ici là, les photos paraîtront lundi. Sur un point, en tout cas, le juge ne s'était pas trompé. Le samedi matin, dès 9h, le standard de la PJ fut rapidement saturé. Beaucoup de mauvais plaisants, bien sûr, mais aussi des malades, des mythomanes, voire même quelques artistes en mal de publicité. Vers 12h30, très affamé, j'hésitais entre quelques sandwichs et la brasserie Dauphine lorsque Janvier jaillit brusquement du bureau voisin où il recevait certains appels. Cette fois, ça y est, patron. Je crois que c'est lui. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Une voix très jeune, il hésite beaucoup, il a même failli raccrocher. Ah, quelle ligne? La 2. Prends l'écouteur. Oui. Commissaire Maigret, j'écoute. Allô? Commissaire Maigret, vous pouvez parler, je vous écoute. Vous savez qui est à l'appareil? Je pense que oui. Naturellement, vous allez tenter de découvrir d'où je vous appelle. Non. Pourquoi non? Je pense que ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est important alors? Que vous puissiez parler. Et que je vous écoute attentivement. Vous me jurez que vous n'essaierez pas de localiser mon appel? Je vous en donne ma parole. De toute façon, avec l'automatique, et si vous êtes à Paris, c'est très difficile. Je suis à Paris. Alors parlez, n'ayez pas peur. J'ai toujours peur. Il y a 15 ans que j'ai peur. Quel âge avez-vous? 27 ans, mais... Eh bien? Mes collègues se moquent de moi. Ils disent que j'ai l'air d'un gamin. Qui sont vos collègues? N'essayez pas de me faire dire ce que je ne veux pas. Je travaille dans un bureau, c'est tout. D'où vient cette peur dont vous parlez? Cela ne vous regarde pas. C'est mon affaire. Alors, qu'avez-vous à me dire? J'en sais rien. Peut-être bien que je vais raccrocher. Allô? Allô, ne coupez pas. Je suis là. Je vous écoute. J'aimerais que vous disiez aux parents de ce garçon, celui que j'ai tué, combien je regrette. Je ne connaissais pas, je l'avais jamais vu. Je sais. Comment pouvez-vous savoir? Par déduction, disons. On vous a vu frapper, vous enfuir, puis revenir pour frapper encore. Vous me prenez pour un détraqué. Vous n'en donnez pas l'impression. Je pense que votre geste est lié à cette peur dont vous venez de parler. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Je ne méprise personne. Pas même un criminel. Pas même. Vous êtes tranquille et très sûr de vous. Vous êtes persuadé que vous m'aurez un jour ou l'autre, hein? Effectivement, oui. Vous imaginez qu'en écrivant aux journaux et en vous téléphonant, je cherche à me faire prendre, c'est ça? Peut-être inconsciemment. Mais c'est quand même vous qui le dites. Vous êtes sûr que les techniciens du téléphone ne sont pas en train de s'affairer? Je vous ai donné ma parole. Vous n'êtes donc pas pressé de m'arrêter? Oh, je pense que le plus tôt sera le mieux. Lorsque ce sera fait, je serai soulagé. Et vous aussi, probablement. Vous avez peur que je recommence? Pas vraiment, non. Je ne pense pas que vous récidiviez. Pourquoi? Parce que vous êtes calme
mais en même temps pressé d'en finir. Cela se sent. Vous ne savez rien de moi, vous n'avez aucun indice. Il y a toujours des indices, même si on ne les aperçoit pas tout de suite. Quoi, par exemple? Je sais déjà que vous êtes employé de bureau, vous venez de me le dire. Nous sommes des millions. Je pense aussi que vous vivez très seul et que vous n'avez sans doute personne à qui parler. Comment le savez-vous? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non. Vous avez des amis? Aucun. Mais... Si vous essayez de me faire parler, je raccroche. Un instant. Est-ce que vous possédez une voiture? Non, pourquoi? Parce que c'est demain dimanche, je pensais que vous iriez peut-être à la campagne. Je déteste la campagne. Les dimanches à la campagne, c'est bon pour les gens heureux. Et vous ne l'êtes pas, bien sûr. J'ai jamais été heureux, jamais. Aussi loin que je me souvienne. Je parle trop, je vais raccrocher. Une seconde, écoutez-moi. Demain dimanche, je ne serai pas à mon bureau, mais je ne bougerai pas de chez moi. J'habite boulevard Richard Lenoir au 130, 4e étage. J'aimerais mieux votre numéro de téléphone. Non. Alors tant pis. Oh merde! Qu'est-ce que tu en penses, Janvier? J'aurais dû le lui donner, cet idiot. Il rappellera peut-être. Espérons-le. J'attendis vainement jusqu'à près de 7 heures, furieux de m'être laissé surprendre et d'avoir moi-même coupé les ponts. De toute évidence, ce garçon était un malade. Son comportement le prouvait. Solitaire et apeuré, n'ayant personne à qui se confier, il devait redouter particulièrement le dimanche. D'autant qu'il y aurait le lendemain soir, très exactement, une semaine qu'il avait commis son crime. Le lundi, j'appelais Frémiet au Parisien, mais contrairement à mon attente, notre homme n'avait pas non plus profité de son dimanche pour écrire à nouveau. Peu avant midi, le juge Poiret, qui m'avait appelé dès son arrivée, me rappela et me questionna sèchement. Alors, commissaire? Rien, monsieur le juge. Vous avez fait le nécessaire pour les photos? Elles paraîtront demain. Et j'attends tout à l'heure plusieurs journalistes. Parfait. Mais ne leur parlez pas trop de votre sympathie pour cet individu, voulez-vous? De ma sympathie? Je sais ce que je dis, je me comprends. Seulement que cela vous plaise ou non, commissaire, je vous rappelle que cet homme est un assassin. À plus tard. Je n'éprouve pas de sympathie pour les hors-la-loi, quels qu'ils soient. Je ne les excuse ni ne les approuve. Je ne les pars d'aucune auréole. Mais il est vrai que je les regarde et les écoute avec attention, que j'essaie de les comprendre et que, surtout, je m'abstiens de les juger. Il était plus de 7 heures lorsque je quittai le quai des Orfèvres, n'ayant reçu aucun message, aucun appel, rien. Les photos paraîtraient le lendemain et quelqu'un, forcément, reconnaîtrait ce garçon qui habitait Paris et travaillait dans un bureau. Quelle serait alors sa réaction? Que ferait-il en se voyant découvert? J'aurais aimé n'y plus penser, mais la question m'obsédait. Elle m'obsédait si bien qu'en arrivant chez moi, sur le palier, je sonnais au lieu d'utiliser ma clé. À peine la porte ouverte, un doigt au travers de la bouche, Madame Maigret m'avertit doucement. Il est là. Tu es sûr que c'est lui? Il me l'a dit d'entrer. Il est là depuis une demi-heure. Il est très calme. Nous avons bavardé. De quoi donc? De tout et de rien. De Paris, du temps qu'il fait. Tu n'as pas eu peur? Non, non, pas du tout. Je suis certaine qu'il n'est pas dangereux. Où est-il? Au salon. Il t'attend. Il sait que c'est toi qui as sonné. Bon,
écoute, Oui, je sais, je comprends. Je vais vous laisser. Tu n'auras qu'à m'appeler si tu as besoin de quelque chose. Bon, très bien. Merci, Louise. À tout à l'heure. À peine la porte ouverte, m'apercevant, il se leva brusquement. Je reconnus tout de suite le garçon des photographies. Les joues creuses, les yeux mangés par la fièvre et le manque de sommeil. Il me fixait d'un air avide et désespéré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le commissaire. Je vous demande pardon d'être venu chez vous, mais je craignais que là-bas, qu'il y ait des orfèvres, on ne me laisse pas vous voir tout de suite. Et j'avais peur aussi que l'on vous batte. Oui. On raconte tant de choses. Oui, je sais. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons parler. Tenez, c'est le couteau dont je me suis servi. Vous pouvez faire analyser le sang. Je ne l'ai pas nettoyé. C'est bien, je vous remercie. Maintenant, asseyez-vous. J'ai l'intention de tout vous dire. Mais... Je sais pas par quoi commencer. C'est difficile. Bon, si vous le voulez bien, je vais vous poser d'abord quelques questions. Comment vous appelez-vous? Robert Bureau. Comme un bureau. Oui. Comme celui où je travaille. Que je déteste. Quel âge avez-vous? 27 ans, je vous l'ai dit au téléphone. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous habitez? Un petit logement dans un vieil immeuble, rue de l'école de médecine. Je travaille rue Lafitte, dans une compagnie d'assurance. Enfin, je devrais dire plutôt je travaillais. C'est bien fini maintenant. De quelle ville êtes-vous originaire? De Saint-Amand-Montrond, au bord du Cher. Une petite ville qui me faisait horreur. Pour quelle raison? Je sais pas. Tout le monde s'y occupait de tout le monde. Mon père était très sévère. Il travaillait dans l'usine du pays, une grosse entreprise. Sous prétexte qu'il était chef de bureau, on m'interdisait de jouer avec les enfants des ouvriers. On me disait que c'était des petits voyous. Il m'a parlé longuement de son enfance, de l'obligation où il était, parce que son père était chef, d'être toujours le premier en classe. De ses frustrations aussi, vis-à-vis des autres enfants qui s'amusaient comme des fous et se baignaient tout nus dans la rivière. Peu après ses 14 ans, il était tombé très amoureux d'une gamine qui se baignait toute nue, elle aussi, et qui se laissait tripoter par le fils du charcutier, un certain Pommel. Je détestais Pommel. Je les épiais, je les surveillais. Un jour que j'étais caché dans un buisson et qu'il s'était écarté pour un besoin, il est arrivé tout près de moi. Il a failli me découvrir. Je sais pas ce qui m'a pris, je vous le jure. J'ai sorti mon couteau de ma poche. J'en ai fait jaillir la lame et j'ai frappé comme un fou, sans savoir ce que je faisais. Et quand il a été à terre, j'ai continué. Comment se fait-il que, si jeune, vous possédiez un couteau à cran d'arrêt? Je l'avais volé à un de mes oncles. J'ai toujours aimé les couteaux. On a découvert le corps que beaucoup plus tard, bien après que je sois rentré chez moi. J'avais lavé le couteau et je l'avais caché au creux d'un mur. Pendant des semaines, on a interrogé et soupçonné des tas de gens. Mais pas moi, bien sûr. Pas un enfant.
Et vous n'avez jamais été tenté de vous dénoncer? Non. J'ai regardé passer l'enterrement sans émotion. Comme si je n'étais pour rien. Mais c'est à partir de là que mes résultats scolaires sont devenus mauvais. Et j'ai commencé à maigrir. Mes parents m'ont emmené chez le médecin, mais il a dit que c'était l'âge, que ça passerait. Moi, je savais que ça ne passerait pas, que ça ne passerait jamais. J'avais tué ce garçon et... Vous voulez boire quelque chose? Oui, merci. Je lui ai servi un cognac. J'en ai pris un aussi. Il a bu en silence, repris haleine. Puis il a poursuivi sa confession. Un jour, très longtemps après, je me suis mis à suivre une fille. J'étais obnubilé par ce que j'avais fait. Cela me poursuivait. Mais en même temps, je me disais, j'ai tué. Personne ne le sait. Si je voulais, je pourrais recommencer. C'était la fille d'un marinier qui regagnait sa péniche. On était en hiver, la nuit tombait. Je suis arrivé très près d'elle. J'avais sorti mon couteau, je le tenais fermé dans ma main. Et brusquement, je me suis arrêté. Je me suis mis à trembler. J'ai fait demi-tour et je suis parti en courant. Vous avez eu d'autres tentations? Oh oui, des tas. Ça me prenait brusquement. Toujours dans la rue, une sorte de déclic en voyant quelqu'un. Je me disais, si je voulais, je pourrais. Personne ne saurait. À 17 ans, je savais que je ne passerais pas mon bac. Mon père voulait me faire entrer à l'usine où il travaillait. Je me suis enfui. Je suis venu à Paris. J'ai fait toutes sortes de travaux. J'ai eu faim. Il m'est arrivé de dormir sous les ponts. Et puis j'ai trouvé du travail dans un bureau. J'ai commencé à m'installer. Depuis 10 ans, je vis très seul. Je ne fréquente personne. J'ai peur, si je me liais avec une femme, par exemple, de tout lui raconter ou de parler en dormant. Le soir, pour ne pas rentrer, je me promenais dans les rues, je regardais les gens. Durant toutes ces années, je me suis presque toujours promené avec mon couteau dans ma poche. 100 fois, j'ai failli recommencer. Et puis? J'étais obsédé. Cela revenait de plus en plus souvent. J'avais peur de céder. Je suis allé dans les bibliothèques. J'ai dévoré des bouquins de médecine et de psychiatrie, mais je me trouvais des tas de maladies mentales. Et il y avait toujours quelque chose, un détail qui ne correspondait pas. Je suis allé voir des médecins, plusieurs. Je parlais de mes tentations, de mes angoisses. Mais sans dire ce que j'avais fait, bien sûr. Ils me disaient que je n'avais rien. Que je n'étais pas malade. Que j'avais simplement besoin de repos. J'ai vécu des années d'enfer. Oh, c'était... Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur Bureau. Je vous crois. Si j'avais connu quelqu'un comme vous, si j'avais pu parler... Quand j'ai su que c'était vous qui meniez l'enquête, j'avais lu que vous étiez un homme exceptionnel, compréhensif. Quand je vous ai téléphoné, le soir où c'est arrivé, j'étais sorti malgré la pluie. J'en pouvais plus d'être enfermé.
J'ai traversé presque tout Paris. J'étais trempé. J'avais emporté mon couteau, mais comme d'habitude, sans penser à rien. Dans la rue Popincourt, je me suis brusquement trouvé derrière ce garçon qui sortait du café. J'avais même pas vu son visage. Je regardais sa nuque. Le déclic s'est produit brutalement, sans que je le sente venir. J'ai sorti mon couteau et j'ai fait jaillir la lame sans même m'en apercevoir. J'aimerais que vous disiez à ses parents combien je regrette. Et que j'ai agi malgré moi. Je le leur dirai. Continuez. Oh, après, je sais plus très bien. Je l'ai frappé, je me suis enfui, mais la crise ne passait pas. Je suis revenu et je me suis baissé pour frapper encore. Je dois être fou, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais j'espère que l'on vous soignera. Ouais. Oui. Vous l'espérez, mais vous n'y croyez pas. Les médecins diront que je suis responsable de mes actes et ils me mettront en prison pour le restant de mes jours. Je suis malade. Il n'est pas possible que je ne le sois pas. Mais je vous remercie de m'avoir écouté, monsieur Maigret. Vous êtes très bon. Le malheureux garçon ne s'était pas trompé de beaucoup. Aux assises, 2 psychiatres vinrent expliquer que sa responsabilité était largement atténuée, qu'il lui était presque impossible de résister à ses impulsions, mais que, légalement parlant, il n'était pas fou. Malgré son avocat qui supplia les jurés de l'envoyer dans un établissement psychiatrique, il fut condamné à 15 ans de détention. Au moment du verdict, debout entre 2 gendarmes, Robert Bureau avait cherché mon regard et m'avait adressé un pauvre sourire qui disait « Vous voyez bien que j'avais raison ». Pour la première fois ce soir-là, en quittant le palais de justice, je songeais sans déplaisir à l'heure de la retraite. Et je m'avise en ce moment que, contrairement à mon affirmation de tout à l'heure, je ne pourrais même pas dire le temps qu'il faisait. Gérard Carat était le commissaire Maigret. Madame Maigret, Yvonne Stara, Janvier, André Schmitt, Lucas, Pierre Arbel, le docteur Pardon, Adrien Nicati, le patron du café, Georges Milot, Pagliatti, Alfredo Niasso, Monique Batty, Barbara Tancrel, Frémiet, François Sylvan, le juge Claude Pasquier, Robert Bureau, Hirsch Kishfaloudi, Eugénie Nejdolski, et les clients du café, Jean-Paul Favre, Marco Calamandré et Gilles Thibault. La prise de son était assurée par Roland Pergaud et la mise en onde par Michel Corot, assisté d'Édith Moret. Dans le cadre d'Énigmes et Aventures, vous avez entendu Maigret et le tueur, un roman de Georges Simenon, adapté par Charles Maître pour la radio suisse romande.